À Giverny, aidé de plusieurs jardiniers, Monet dessine lui-même son paradis perdu, dont il aimera dire que c'est son chef-d'œuvre absolu. Il fait détourner le cours de l'Epte, qui marque la limite entre la Normandie et l'Île-de-France, fait creuser un étang dans lequel il plante de multiples variétés de nymphéas, pendant que tout autour, rhododendron, saule ou bambou voient le jour. Si la première des toiles peintes à Giverny représente l'étang et son pont japonais, c'est très vite la nappe d'eau elle-même qui absorbe complètement Monet. Ces paysages d'eau et de reflets me sont devenus une obsession, écrit-il. C'est au-delà de mes forces de vieillard, mais je veux cependant arriver à rendre ce que je ressens. J'espère que de tant d'efforts, il sortira quelque chose. Claude Monet pioche selon ses propres termes. Il cherche inlassablement, détruit plus qu'il ne conserve et surtout fait preuve, malgré les deuils successifs qui le frappent, d'une vitalité prodigieuse, indispensable à la poursuite du but qu'il s'est fixé. Car en 1916, 10 ans tout juste avant sa mort et alors qu'il est affligé d'une double cataracte, le vieux Monet se fait construire un immense atelier composé de châssis mobiles dans l'optique d'y recréer à force de tableaux son étang de Giverny et les plantes aquatiques qui s'y développent. Avec un acharnement d'autant plus invraisemblable qu'il est maintenant presque aveugle, Monet passe des jours entiers dans son atelier, se déplaçant d'une toile à l'autre. Dans l'atmosphère, écrit-il encore, une couleur tout à coup réapparaît, qu'hier j'avais trouvée puis esquissée. Vite, je cherche à fixer définitivement cette vision, mais le plus souvent elle disparaît aussi rapidement qu'elle a surgi, pour faire place à une couleur déjà posée sur une autre étude que l'on m'amène immédiatement, et ainsi de suite, toute la journée. Si Clémenceau et Durand-Ruel ont porte ouverte, seuls quelques rares privilégiés ont accès à l'atelier où Monet traque l'atmosphère. Ainsi pourront-ils découvrir une dizaine de toiles hallucinantes disposées en cercle avant qu'elles ne soient accrochées dans les salles ovales du musée de l'Orangerie, dans un ordre prévu par l'artiste. Inlassablement, au point d'en perdre le sommeil, pris du vertige ultime du peintre, Monet tente ce que seul Turner a réussi avant lui. Fixer pour l'éternité sur une toile le mirage le plus fugitif qui soit. Sous son pinceau virevoltant, les formes et les couleurs disparaissent aussitôt qu'elles apparaissent, plongeant le peintre dans un désespoir, heureusement temporaire. Plus sa vue baisse et plus Monet s'obstine, s'éloignant toujours davantage de la réalité, ce qui lui sera beaucoup reproché. Parmi les dernières peintures, certaines sont si rouges ou si bleues, et surtout si informelles, que d'aucuns crieront à la sénilité, tandis que d'autres y verront une prémonition de l'abstraction. Ainsi, les toiles ultimes du peintre, léguées par son fils au musée Marmottan, feront-elles l'effet d'une bombe. Car le public ne les découvrira qu'au mi-temps des années 50, bien après la mort de Monet, alors même que l'abstraction lyrique s'imposait des deux côtés de l'Atlantique. Mais Monet est tout sauf abstrait. Ayant dû renoncer à l'observation de la réalité, il essaye de capter une nature imaginée, sublimée, mais une nature vivante, concrète, qui soit transmissible aux autres. Il tente ni plus ni moins que de peindre sa nature intérieure. Pour comprendre ce géant de la peinture, il est impératif de voir l'étang de Giverny comme la métaphore d'un double miroir, celui de l'eau et celui de la surface peinte. Contemplant la rêverie du peintre dans les toiles qui l'environnent, telle la matrice originelle, c'est en fait sa propre rêverie que le spectateur contemple et dans laquelle il s'oublie, dans laquelle il se perd. Ce que Claude Monet a peint là, nous l'avons vu, c'est la fusion parfaite du ciel et de l'eau, une sorte d'union cosmique entre l'homme et la nature. Mais au-delà, ce que Monet a peint là, c'est l'infini.